L'art est l'expression de la joie de l'homme dans son travail. Belle citation d'Elbert Hubbard pour commencer, non? Ça donne le ton? Oui, tout à fait. Et ça nous plonge direct dans notre sujet, les fameux Little Journeys to the Homes of the Great that Hubbard. Et voilà, On se base sur l'édition commémorative de 1916, celle publiée par les Roycrofters eux-mêmes. exactement. Donc on a la préface de l'éditeur, on a un passage autobiographique de Hubbard qui est assez éclairant, et puis bien sûr quelques-uns de ses portraits. Oui, George Eliot, Carlyle, Ruskin, Gladstone, Turner, Swift, Whitman et Edison aussi. Un beau panel. Un sacré programme. Notre but, c'est un peu de décortiquer cette vision très personnelle de Bird, son style d'écriture. On dit qu'il ressemble à Plutarque. C'est ça, cette idée de révéler le caractère par les petits détails, les anecdotes. On va explorer ça. Et puis sa philosophie, bien sûr, à travers les ateliers Roycroft. Et on va essayer de tirer quelques pépites de ses biographies. Voilà, comprendre qui était cet homme, son influence à l'époque et ce qu'il reste de ses petits pèlerinages. Alors, allons-y. Hubbard et ses Little Journeys. L'éditeur, dans cette préface de 1916, il n'y va pas de main morte. Hubbard, un Plutarque moderne. Oui, la comparaison est forte. Il dit que Bard, comme Plutarque, il montre la personne derrière le personnage public, pas par les grandes actions, mais par... Par un incident insignifiant, un mot simple ou une plaisanterie innocente. C'est la citation exacte. Et la référence à Plutarque, ce n'est pas rien. Les vies parallèles, ça a façonné notre vision du leadership, du caractère pendant des siècles. L'éditeur cite même Emerson là-dessus. Oui, toute l'histoire se vésue très facilement en la biographie de quelques personnes solides et sérieuses. En gros, pour comprendre l'histoire, il faut comprendre les gens. Et Hubbard serait celui qui adapte ça à son temps, quoi. Le lien entre Athènes et Hubbard. Et l'Amérique d'Edison. C'est l'idée. Il le présente vraiment comme une force intellectuelle, un type qui inspire, qui motive les travailleurs. Sa plume, un archange, rien que ça. C'est presque hagiographique. Un peu, oui. Mais ça montre l'impact qu'il avait. Et la préface lit ça directement aux ateliers Roycroft, sa philosophie mise en pratique. Parce qu'il n'était pas juste écrivain, 180 Little Journeys quand même. Non, il était aussi entrepreneur, conférencier très demandé. Ses textes étaient vus comme des classiques de son vivant. Cette idée de révéler le caractère par les bagatelles, c'est intéressant. Mais est-ce que ça ne frôle pas parfois l'anecdote un peu facile, le commérage? C'est le risque, bien sûr. La limite est fine entre le détail qui est clair et le détail juste trivial. Oui, Mais l'intention, je pense, c'était vraiment de rendre ces grandes figures plus humaines, plus proches, en montrant des moments concrets, pas juste des concepts abstraits. Hubbard voulait connecter son lecteur à ses personnalités. d'accord. Alors, parlons de lui, justement. Son autobiographie. Il se présente de façon très modeste, presque. Oui, presque trop, pour être honnête. Origines obscures, pas très sociables, ignoré des grandes revues. Pas riche, et même pas beau selon les canons de l'époque, la fameuse No $10,000 Beauty. C'est une posture d'outsider, c'est clair. Mais ça contraste fort avec ce qu'il raconte juste après. Ah oui, parce que sa plus grande réussite, selon lui, ce n'est pas littéraire. Non, c'est social, communautaire. C'est ça qui est fascinant. Il dit avoir revitalisé son village, East Aurora, stoppé l'exode des jeunes. En leur donnant du boulot, une éducation, des loisirs sains, une ouverture à l'art. Sa formule, ils m'ont aidé et je les ai aidés. C'est beau, cette entraide. Ils vont, Mais- ils vont y arriver. Mais est-ce que ce n'était pas aussi un peu paternaliste tout ça, un contrôle social? C'est une bonne question. C'était sûrement complexe. Il avait une influence énorme, c'est certain. Mais lui, il met l'accent sur le positif. L'histoire du hoodlaïsme, par exemple? Oui, le vandalisme des jeunes qui n'avaient rien à faire. Il raconte comment les ateliers ont réglé ça. L'anecdote avec son vieil associé, Ali Baba, qui se faisait harceler. Avant que Hubbard installe une salle de bain et surtout crée des emplois. Exactement. Sa conclusion très sfelle. Le hoodlumisme naît de l'oisiveté. Très direct. Et les ateliers eux-mêmes, ça commençait de façon très... Pragmatique. Un refus d'éditeur pour sa revue The Philistine. Hop, il rachète une petite imprimerie. C'est ça. Le nom Roycroft, c'est un clin d'œil historique, mais ça veut aussi dire artisanat du roi. Ça pousse un standard. Oui, l'idée de qualité artisanale. Et la croissance a été... Organique, d'abord l'impression, inspirée par William Morris, puis la construction, les meubles.
Et cette histoire incroyable des pierres des champs. Ah oui, les hardheads. Les pierres que personne ne voulait. Il les achète aux fermiers pour une bouchée de pain et il construit avec ça. C'est une super métaphore de sa philosophie. Trouver de la valeur dans ce qui est rejeté, négligé. Et ça s'appliquait aussi aux gens qu'il employait, apparemment. Tout à fait. Des artisans, bien sûr, mais aussi des gens un peu en marge, des anciens détenus, des personnes avec des handicaps. Par contre, il dit rejeter les oisifs, qu'ils soient riches ou pauvres. Avec cette devise, not how cheap, but how good. Non pas le moins cher, mais le meilleur. Ça résume bien l'éthique Roycroft. Donc c'était pas juste une usine, quoi. Ah non, loin de là. C'était un vrai lieu de vie, atelier ouvert, musique le soir, des fleurs, des livres, une bibliothèque. Une sorte de communauté. Oui, clairement une tentative de créer un environnement de travail différent pour contrer un peu l'aliénation industrielle qui montait, très liée au mouvement Arts and Crafts, évidemment. Le refus de la production de masse. Exactement. Cette devise, non pas le moins cher, mais le meilleur, ce n'était pas que du marketing. C'était une affirmation philosophique. D'ailleurs, ça résonne encore aujourd'hui avec les débats sur la fast fashion, l'obsolescence. Il y avait une ambiance particulière, on dirait. L'anecdote du chanteur d'opéra, Barnabé, Ah oui. qui débarque et chante pour tout le monde comme ça, à l'improviste. Ça devait créer un lien faux. Un sentiment d'appartenance. Hubert cultivait ça. La fierté du travail bien fait. Il disait que les ouvriers parlaient de « notre atelier ». Il préférait l'orgueil artistique à l'apathie. Et sa fameuse phrase. L'art est l'expression de la joie de l'homme dans son travail, le bonheur lié à la création. Il disait aussi « l'entraînement manuel est essentiellement un entraînement moral », une vision très complète. Oui, holistique, comme tu disais. Bibliothèque, concerts, cours donnés par les travailleurs eux-mêmes. Parce que celui qui enseigne aux autres s'enseigne lui-même. C'est cohérent. Cohérent, oui, mais on peut imaginer aussi une certaine pression pour rentrer dans le moule de la communauté, non? Sans doute. C'était un modèle exigeant, basé sur l'entraide, l'éducation, une certaine éthique, une sorte d'utopie artisanale, avec ses forces et peut-être ses contraintes. Voyons comment il applique cette méthode du détail révélateur dans ses journeys. On commence par George Eliot. Il la compare à Shakespeare, d'entrée de jeu. Oui, il trouve des parallèles. Même région, début discret, anonymat, succès financier. Et puis il raconte son propre pèlerinage, sa recherche de la maison natale. C'est très vivant. Il retrace son parcours, sa relation avec G.H. Lewis. Il insiste sur le fait que c'est Lewis qui l'a poussé à écrire des romans. Il met vraiment l'accent sur leur bonheur ensemble. Mais il mentionne aussi, via Lord Acton, le prix qu'elle a payé pour ça. Oui, le sacrifice de sa position sociale, ne pas être enterré à Westminster Abbey. Hubbard passe un peu vite là-dessus, non? On dirait qu'il minimise ce coût. Il le mentionne, mais c'est vrai qu'il choisit de valoriser l'épanouissement personnel et créatif. C'est un choix d'interprétation. Qui colle bien à sa philosophie peut-être, hein? Probablement. Valoriser l'authenticité, le bonheur individuel, même contre les conventions. Il admire le courage d'Eliot de vivre comme elle l'entendait, malgré la société victorienne. Son récit est une sorte de défense de ce choix de vie. Passons à Thomas Carlyle. Encore un pèlerinage, la maison natale, l'influence de la mère. Oui, et il le dépeint comme un esprit puissant mais peut-être un peu dépendant des idées de sa femme, Jane Welch Balch Carlyle. Et il prend sa défense. Oui, contre ceux qui l'accusaient de mal la traiter. Oui, c'est intéressant. Il admet les défauts de Carlyle, l'histoire où il l'oublie au théâtre. Mais il insiste sur leur lien intellectuel, affectif. Cette défense, elle peut sembler un peu datée aujourd'hui, non? On pourrait dire qu'elle minimise l'expérience de Jane. C'est vrai que notre regard a changé. Hubbard écrit à une autre époque, avec d'autres codes peut-être. Son but, semble-t-il, c'est de montrer la complexité humaine de Carlyle, pas de le réduire à un cliché de tyran domestique. D'accord. La description de sa visite chez eux à Chelsea, avec ce monologue imaginaire qu'il prête à Carlyle, c'est pour évoquer l'homme, avec ses contradictions. Continuons. Le peintre G.M.W. Turner. Origine modeste, persévérance, la relation avec Ruskin. Oui, Hubbard souligne les contrastes. Le génie d'un côté et de l'autre, une personnalité pas facile, excentrique, même ses tentatives de poésie ratées. Il est fasciné par le créateur en marge. Ce qui est frappant, c'est la fin de sa vie. Il vit caché, sous un faux nom, Mr. Booth. Oui, à Chelsea, sa logeuse ne sait même pas qui il est. C'est poignant. Ça montre le fossé entre la gloire et la solitude. Tout à fait. Hubbard rapporte aussi ses pensées sur Dieu, la mort, et se souhaite bizarre être enterré dans le linceul d'un de ses tableaux, qui n'a pas été respecté. Ça renforce cette image d'un homme immense par son art, mais très seul.
Un peu comme Swift, peut-être. Une autre figure contradictoire qu'il a croquée. Oui, avec ses propres tensions entre génie et amertume. On change complètement d'ambiance avec Walt Whitman. Hubbard le défend contre les critiques, comme celle de Nordau, qui le traitait de dégénéré. Il cite Lincoln. Voilà un homme. Ça donne le ton. Hubbard est clairement sous le charme. Oui, on sent l'admiration. Il raconte sa visite à Camden, l'accueil chaleureux du vieux poète. Leur conversation touche à des choses essentielles. L'écriture honnête, vieillir, l'amour des gens simples. Il oppose ça à Carlyle, d'ailleurs. Oui, Whitman plus proche des gens ordinaires, moins intellectuel, distant. Et aussi cette indifférence de Whitman pour la nature sauvage, non humaine. C'est surprenant. Hubbard semble fasciné par cette personnalité universelle, cette acceptation de tout. Le fameux « il contient des multitudes ». Mais comment lui, Hubbard, le bâtisseur de Roycroft, une communauté si structurée, concilie ça avec l'esprit libertaire de Whitman? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'il cherche à imiter Whitman. C'est plutôt l'esprit qu'il veut capter. L'inspiration. Oui, l'inspiration. Cette capacité à embrasser l'humanité entière, cette authenticité radicale. C'est ça qu'il admire, je crois. Pas forcément un modèle à copier. La scène où Whitman récite son poème sur la mort, c'est présenté comme un moment de connexion profonde, au-delà des différences. Au final, ces portraits sont très marqués par le regard du Hubbard. Sa méthode du détail rend les personnages vivants, mais on sent ses propres filtres, les idées de son temps. C'est ça. C'est à la fois la force et la limite de ce genre de biographie. Hubbard utilise ses vies pour parler de ce qui l'intéresse lui, le génie, l'excentricité, le lien entre vie privée et œuvre, l'authenticité, Et pour distiller sa propre philosophie? bien sûr, sur le travail, la communauté, le sens de la vie. Donc, pour résumer, les Little Journeys et Roycroft, c'est un peu une double quête. Se connecter à l'humanité des grands pour s'inspirer. Et construire une communauté dans le présent, basée sur le travail qui a du sens, l'artisanat, l'entraide. Hubbard a été un passeur culturel à sa façon, mêlant biographie, philosophie et même entrepreneuriat social. Il voulait rendre l'histoire, la culture, vivante et pertinente, pas juste un savoir froid, une source d'inspiration. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être. Hubbard nous a montré ses figures à travers son prisme, ses choix d'anecdotes. Comment est-ce que ça façonne notre propre vision d'Eliot, de Carlyle, de Turner, de Whitman, par rapport à une approche plus factuelle? Oui, et plus largement filigrane. Qu'est-ce que ça dit de nous, le fait qu'on soit attiré ou pas par ce genre d'interprétation? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans la vie des autres? Ça nous ramène à Plutarque, finalement. Qu'est-ce qui nous marque le plus? La liste des exploits ou le petit détail qui nous révèle une humanité partagée? Une bonne question à méditer.